Chers amoureux de l'histoire et amis du présent, bonjour. Voilà, nouveau décor, admirez un petit peu. Non, parce qu'après, je me mets devant, et du coup, on voit rien. Donc voilà, je suis un petit peu déçu. Non, mais je vais mettre des mises en scène tout le temps, parce que là, vous voyez peut-être pas, mais j'ai mis des billets et tout. Évidemment que je vais faire une mise en scène avec la petite mallette qui se trouve juste là. Cela va de soi. Faut mettre un petit peu d'humour sur YouTube quand même, hein, parce que même si je parle là, un petit top 5 des ruses, des stratagèmes, de mes ruses préférées, je vois pas pourquoi on pourrait pas mettre un petit peu d'humour, franchement. Allez, bonjour à tous. Et oui, parfois, il ne suffit pas de se contenter de foncer dans le tas pour obtenir ce que nous voulons. Il vaut mieux faire usage de ruses ou encore de stratagèmes ingénieux qui prennent au dépourvu nos adversaires. Dans cette vidéo, je vais vous en compter 5 assez extraordinaires qui vont sans doute vous bluffer et qui vont vous permettre de briller au dîner, quand on aura le droit d'en faire. Les 3 premiers ont été concluants, mais les 2 derniers ont raté. Top 5 de mes stratagèmes préférés. Je vous préviens, parfois ils sont à peine croyables tellement ça va loin. Donc c'est parti pour le premier stratagème. Mais avant, je dois vous dire de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo, car je mets en place à partir de maintenant, là tout de suite, un rituel. À chaque fin de vidéo, je vais vous raconter une anecdote historique ou pas, en lien avec l'actualité ou pas, ou juste pour bluffer vos amis. C'est en partenariat avec plusieurs comptes Instagram, je vous en dis plus dans quelques minutes. Selon la légende, Rémus et son frère jumeau Romulus, fils de Mars et de Rhea Silvia, furent abandonnés encore bébés dans un panier confié au flot du Tibre. Les 2 nourrissons furent donc nourris, toujours selon la légende, par une louve. Cette histoire de ruse commence lors de la création de Rome par Romulus. Parce qu'au tout début de la cité, il n'y avait que des hommes, donc elle ne pouvait pas prospérer. La population n'augmentait pas. En fait, la cité naissante servait d'asile aux brigands, aux esclaves en fuite, voire parfois même aux criminels. Pour peupler Rome, Romulus invita les Sabins, ce sont les habitants d'une cité voisine, à une grande fête. Au signal donné, les Romains se jetèrent sur les sœurs, les femmes et les filles des Sabins et les emmenèrent. Après cet événement, les Sabins forcément sont furieux et regagnent leur cité pour prendre les armes. Des batailles eurent lieu devant le Palatin jusqu'à ce que les femmes des Sabins, donc les Sabines, s'interposent. Elles réconcilièrent les ennemis qui vinrent tous s'installer à Rome. C'était la première ruse assez sympathique à raconter à ses amis par exemple, ou lorsque vous visiterez le musée du Louvre qui expose ce tableau excessivement célèbre de l'enlèvement des Sabines. On poursuit donc avec la deuxième ruse. Après la mort de Romulus, Numa Pompilius, roi sabin, régna pendant 43 ans. Il fournit les règles de la religion romaine, établit les jours fastes et néfastes, etc. Pour que les lois soient acceptées et qu'elles passent bien auprès des habitants, parce que c'est important, il prétendit que la nymphe Égérie les lui avait suggérées. Mais là n'est pas la ruse. Numa mourut de maladie et Tullus Hostilius lui succéda pendant 32 années. Sous le règne de ce 3e roi, Rome et Albe se firent la guerre. Pour éviter beaucoup de morts, un combat de champions fut décidé. Albe présenta 3 frères, les Curias, et Rome 3 frères, les Horaces, sensiblement de force égale. Au début du combat, 2 Horaces furent tués, le 3e était indemne, et les 3 Curias sévèrement blessés. Affronter seuls 3 Albins, même s'ils sont blessés, paraissait une folie. Et dans le corps romain, l'enthousiasme du début avait été remplacé par l'abattement. Le dernier Romain vivant, donc, prit la fuite. Pour que la victoire soit complète et la soumission de Rome totale, il fallait éliminer le dernier. Plus vaillant des 3, se lance le premier et rejoint Horace, qui soudain fit volte-face. Surpris, l'Albin comprit que le Romain n'avait pas fui, mais incapable d'affronter 3 ennemis réunis, avait joué de ruse pour les attaquer séparément. Il usa donc du même stratagème pour les 2 Albins restants. Et maintenant, 2 ruses en une car elles sont très courtes et on va totalement changer d'époque. Ces 2 ruses se déroulent lors de la guerre 39-45. Mais on reviendra à la cité romaine qui nous intéresse tant après ces 2 techniques, dans la partie avec les 2 stratagèmes qui ont échoué. Comment faire croire à l'ennemi que ses forces sont supérieures en nombre? Leclerc osa ses coups de bluff à Koufra en février 1941. Face à 400 Italiens, il fait déplacer sans cesse un camion avec son unique canon de 75 pour laisser penser qu'il disposait de plusieurs batteries. Et maintenant, la deuxième technique. Rommel recourut à une ruse similaire en créant des nuages de poussière dans le désert pour persuader les Anglais de l'arrivée de renforts allemands importants. Mais n'était-il pas surnommé le renard? En route pour les 2 dernières ruses, mais qui ont cette fois échoué. Parfois, c'est vrai
toutes les ruses et tous les stratagèmes n'obtiennent pas le résultat escompté. En voici 2 qui jouent sur l'effet psychologique, vous verrez, plutôt que sur la force, mais qui se soldèrent par un échec. Ces 2 histoires sont tout de même très intéressantes car elles nous prouvent notamment qu'il ne faut jamais abandonner même si nous sommes en nombre très inférieur. En 393 avant Jésus-Christ, le chef gaulois Brennus fit le siège de Rome et faillit même réussir à l'emporter au cours d'une attaque de nuit. La ville ne dut son salut qu'à des oies qui auraient réveillé les défenseurs. Mais les Gaulois, malgré ce premier échec, firent le siège du Capitole et plusieurs mois s'écoulèrent sans qu'ils distinguent le moindre signe de reddition au sommet des murailles. Et jour après jour, ils scrutaient les environs de la campagne, guettant l'arrivée de secours. En vain. Seuls s'étalaient devant leurs yeux les campements gaulois, leur rappelant cruellement leur triste condition d'assiégés. Leurs maigres repas de farine et d'eau, les rares légumes, quelques rats et d'autres animaux promus au rang de nourriture. Brennus et ses troupes, même s'ils n'étaient pas privés de nourriture, se trouvaient eux aussi dans une posture assez difficile. N'étant pas accoutumés à la chaleur, les Gaulois subissaient des fièvres et des épidémies qui non seulement décimaient leurs troupes, mais ébranlaient un moral déjà à sec. Je crois que l'expression c'est plutôt un moral déjà vacillant, ouais. Devant une situation à laquelle ils ne voyaient aucune issue. Les Romains, observant le découragement grandissant des Gaulois, décidèrent de tenter une ruse qui allait encore davantage zapper leur morale. Malgré la maigreur de leur réserve de nourriture, ils rassemblèrent un grand nombre de pains et les lancèrent du haut de leurs murailles pour les voir rouler vers les avant-postes ennemis. Les Gaulois, qui pensaient les assiégés prêts à se rendre plutôt que de mourir de faim, ressentirent vraiment durement ce coup inattendu. Mais ce stratagème ne fut pas suffisant puisque les Romains s'avouèrent finalement vaincus et traitèrent avec Brennus. C'est d'ailleurs à cette occasion, petite anecdote, que le tribun Sulpicius accusa les Gaulois d'utiliser des poids trafiqués pour peser l'or de la rançon. Devant ces accusations, Brennus aurait alors jeté sa lourde épée dans la balance en s'écriant « Malheur aux vaincus !» Et enfin pour finir, c'est ma préférée, la dernière ruse. Aujourd'hui encore, les recrues de l'armée israélienne viennent prêter serment dans un désert près de la mer Morte, là où, voilà près de 2 millénaires, se dressait la forteresse de Masada, haut lieu symbolique de la résistance des Juifs contre les Romains. Les unes après les autres, les places fortes d'Israël étaient tombées aux mains des Romains, et lorsque Jérusalem capitula en septembre 70, après 139 jours de siège, le triomphe des Romains était presque total. Presque. Rome savait reconnaître la valeur et le courage de ses soldats, et une fois de plus, la ville éternelle honora Vespasien et Titus pour avoir maté la rébellion juive. Cependant, la victoire n'était pas complète, et 3 places fortifiées ont continué de défier l'autorité. Les 2 premières forteresses tombèrent assez vite, et leurs populations furent massacrées ou servies et données en pâture aux lions du cirque. Seul Masada continuait à défier l'hégémonie romaine, ce qui était intolérable. Une telle résistance, outre le fanatisme de ses défenseurs, était rendue possible par la situation extraordinaire de la forteresse construite par Hérode dans le désert. Masada défiait la plus puissante armée du monde du haut de ses 441 mètres au-dessus de la mer Morte. Élevée sur un plateau montagneux, la forteresse était protégée d'une muraille longue d'1,5 km. Ponctuée de nombreuses tours de défense. Les occupants de Masada avaient construit des aqueducs sur des kilomètres afin que l'eau des montagnes parvienne jusqu'à eux. Pour la conserver, ils construisirent 12 énormes citernes pouvant contenir jusqu'à 400 000 mètres cubes d'eau, ce qui leur permettait non seulement de boire, mais aussi de cultiver la terre pour se nourrir. Ces hommes et ces femmes n'étaient que 900 face à une armée entière. Ils savaient que les Romains étaient rationnés en nourriture, mais surtout, plus le siège s'éternisait, plus la ardeur faiblissait. Les habitants de Masada, du haut de leurs murailles, lancèrent des bacs entiers contenant d'énormes quantités d'eau, et comme ça, l'eau s'écoula du haut de la falaise pour tomber juste devant les Romains, qui ne pouvaient bien sûr pas la boire. Devant un tel spectacle, les Romains sentirent leurs forces les abandonner encore un peu plus, et les restrictions, déjà sévères imposées par leur chef, devinrent plus qu'insupportables. Comment pourraient-ils vaincre ces hommes qui avaient autant d'eau pour en asperger les remparts? Mais ils ne s'arrêtèrent pas là, non. Le chef de Masada ordonna aux habitants de se baigner le plus bruyamment possible dans les énormes citernes, si bien qu'au pied du mur, les légionnaires entendaient les rires, les cris et les éclaboussures. Alors que plusieurs heures les attendaient encore sans eau avant qu'ils n'en reçoivent. C'est la ration quotidienne.
Mais pourquoi donc a-t-elle échoué? Parce qu'en fait, la première réaction des Romains, eh bien, ce furent la haine et la colère qui leur redonna force et courage. Ils décidèrent de construire des rampes d'accès aux murailles qui culminaient à 150 mètres au-dessus du camp romain pour approcher les machines de guerre. Les rampes les élevaient à 100 mètres, puis au-dessus, une plateforme de pierre permit aux catapultes d'envoyer leurs boulets destructeurs. Les Romains ne firent qu'une bouchée de la muraille. Ils mirent feu aux structures de bois devant les regards incrédules des habitants. La ruse n'a donc finalement pas fonctionné. Lorsque les vainqueurs pénétrèrent dans Massada, ils découvrirent 960 cadavres. Tous se sont suicidés plutôt que de se soumettre. On est donc parti, je vous l'avais promis, pour l'anecdote. En fait, à chaque fin de vidéo, je vais vous raconter une anecdote qui n'a pas forcément à voir, même pas du tout à voir généralement avec les vidéos. Donc si vous voulez passer, vous pouvez aller directement à la fin pour connaître l'anecdote. Et aujourd'hui, c'est en partenariat avec La Minute Historique sur Instagram, un super compte avec plein d'anecdotes. Et là, cette information, vous pouvez la ressortir à vos amis parce qu'elle est assez incroyable. Un président français gagne 15 140 € bruts par mois. Un ministre gagne 10 100 € bruts par mois. Un secrétaire d'État gagne 9 600 € par mois. Et un sénateur député gagne 7 200 € bruts par mois.